Moi, je voudrais qu'on parle plus du Congo. Alors, allons-y. Mweneditu, l'Est de la République démocratique du Congo, ça marche pas aussi bien. On a même vu récemment des photos d'un train qui déraille. Et Lobito, le président, aujourd'hui est en Angola. Une proposition américaine avec les Angolais pour l'exploitation des minerais de la République démocratique du Congo, qui passerait par l'Angola, et ce serait donc l'Angola qui profiterait du service de ce train, plutôt que par le Congo, où l'on pourrait créer de nouvelles richesses. Pourquoi Lobito? Pourquoi pas Kolwezi, Mbujimayi, Kikwit, Kinshasa? Ah oui, oui, je n'ai pas de problème. Mais vous savez que le rail existe jusqu'à Dilolo. Mais alors, pourquoi ne pas le réhabiliter? Pourquoi Lobito? Alors salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Mon nom c'est Asher Manono. Welcome, welcome, welcome. Merci à tous ceux qui regardent des vidéos, by the way. Merci à tous ceux qui laissent des commentaires. Abonnez-vous, tous ceux qui se sont abonnés, merci. Abonnez-vous pour ceux qui l'ont pas encore fait. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous et aussi partagez les épisodes. Aujourd'hui, comme je disais, on va parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Et l'actualité en République démocratique du Congo, l'un des sujets qui a vraiment fait le buzz, c'est l'interview de Jean-Pierre Bemba sur Top Congo. Donc, on va regarder quelques clips de cette interview et je vais un peu donner ma réaction sur ce que je pense de ce qui a été dit pendant cette interview. Donc, sans plus tarder, allons-y avec le premier clip. Là, on est au train urbain. Excusez-moi. Moi, je voudrais qu'on parle plus du Congo. Alors, allons-y. Mweneditu, l'Est de la République démocratique du Congo, ça marche pas aussi bien. On a même vu récemment des photos d'un train qui déraille. Et Lobito, le président, aujourd'hui est en Angola. Une proposition américaine avec les Angolais pour l'exploitation des minerais de la République démocratique du Congo, qui passerait par l'Angola, et ce serait donc l'Angola qui profiterait du service de ce train, plutôt que par le Congo, où l'on pourrait créer de nouvelles richesses. Pourquoi Lobito? Pourquoi pas Kolwezi, Mbujimayi, Kikwit, Kinshasa? Ah oui, oui, je n'ai pas de problème. Mais vous savez que le rail existe jusqu'à Dilolo. Mais alors, pourquoi ne pas le réhabiliter? Pourquoi Lobito? Mais pourquoi Lobito? Parce qu'on arrive à Dilolo. Oh. Les Angolais ont, eux, ouvert de Lobito jusqu'à notre frontière. Maintenant, le rail qui existait déjà, parce qu'il y a eu la guerre en Angola, il est là, il faut le réhabiliter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. L'initiative des Américains, pas simplement des Américains, mais également des Européens, sur ce rail est très important. C'est pour ça d'ailleurs un des sujets pour lesquels le président de la République va se rendre, c'est de pouvoir convenir avec les Américains, les Européens, l'Angola, la Zambie et la RDC, qui vont sur lequel donc le territoire, le rail va passer. Nous sommes, nous, au niveau de ce rail très avancé, c'est-à-dire que nous avons déjà une pré-étude de faisabilité que nous sommes en train de réactualiser là-dessus. Pré-étude. Pré-étude. Nous sommes en train de réactualiser pour en faire une étude de faisabilité. Là où les Angolais ont déjà terminé le travail, nous sommes à la pré-étude. Non, mais vous savez que ça fait, comme vous avez dit vous-même, ça fait 5 mois que je suis au transport. Mais ces règles-là... Donc, dès que ça sera terminé, avec l'appui bien sûr de tous ces États qui souhaitent absolument voir cette possibilité d'évacuation effectivement de minerais vers... Donc, chaque gouvernement qui vient doit faire des études. Ça fait 5 mois que lui, il est dans le ministère, mais ce ministère existe depuis longtemps. C'est-à-dire que toutes ces années-là, personne n'a fait des études dessus, jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y avait des études qui existent, pourquoi ils n'utilisent pas seulement ces études-là? Qu'est-ce qui a évolué en République démocratique du Congo depuis la dernière fois qu'ils ont fait des études jusqu'à aujourd'hui? C'est pas comme s'il y a eu des constructions ou bien
il y a des histoires qui ont changé. Rien n'a pratiquement changé. Les choses ne changent pas jour pour jour en République démocratique du Congo. C'est dans cet état que nous sommes pratiquement depuis 1960. Si, if anything, tout est en train de détériorer depuis l'indépendance. Ça ne s'améliore pas. Donc, je ne comprends pas comment, s'il y avait des études sur les infrastructures qui ont été faites par d'autres régimes, pourquoi ils n'utilisent pas seulement ces études et investir sur ça? C'est un peu bizarre. Hein? L'Atlantique, je crois que c'est un plus parce qu'au-delà du rail lui-même qui va se faire, il y a toute une économie qui se crée tout autour de ça. C'est vrai. Non. Même localement, au niveau de l'agriculture qui va se créer, au niveau des services, au niveau, je veux dire, des télécommunications. Les fibres vont passer, je veux dire, tout le long. Donc, il y a toute une économie, des stations qui vont se créer tout autour de ça. Donc nous allons en profiter également. Et permettre également à tous les miniers de pouvoir avoir d'autres débouchés qu'au niveau de l'Afrique du Sud, qu'au niveau de la Tanzanie. D'ailleurs, la présidente tanzanienne est invitée également aujourd'hui au niveau de ce grand sommet. Monsieur le vice-premier ministre, la stratégie du rail passant par l'Obito est perçue par une opinion comme une forme de renoncement à notre propre souveraineté. Parce qu'il y a quelques années, pour pouvoir consolider la force du Zaïre de l'époque, le maréchal Mobutu avait décidé que ne sortiront du pays les minéraux que par un port congolais, zaïrois à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par le Katanga et ça sortait par le train jusqu'à Matadi. Alors aujourd'hui, en acceptant que l'Obito soit privilégié par rapport à Matadi, on renonce à notre souveraineté, on se laisse, on a pratiquement renoncé à notre propre puissance. Absolument pas. Des études de faisabilité existent également là-dessus. Pourquoi ne pas avoir réhabilité Matadi? Vous savez le coût? Pourquoi? Parce que vous êtes dans la réhabilitation. Hein? Bon, on pouvait quand même réhabiliter. Mais Matadi est réhabilité. Kinshasa, Matadi est réhabilité. Pour les minéraux, parce qu'il s'agit ici des minéraux. Oui. Pour les minéraux, ça prenait la même route et ça allait jusqu'à Matadi. Non, je connais, je sais. Et même le temps que ça prenait était inférieur à celui de l'Obito. C'est on le calcul. Non, en tout cas de l'époque. Pourquoi avoir choisi de faire plaisir aux Américains? Ils nous ont fait pression, ils nous font chanter. Non. Y a-t-il quelque chose que vous ne nous dites pas? Le rail existe. Vous voulez qu'on le laisse pourrir? Non. D'accord. Donc réhabilitons ce rail qui est là. Et celui-ci. Armand Offray, est-ce que vous savez que si nous devons mettre le rail maintenant entre Moninditou et Kinshasa, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas simplement mettre des rails, c'est mettre également des ponts tout le long des rivières et des longs ponts. C'est ça le travail là-dessus. Mais c'est ça le développement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le pragmatisme, est-ce que vous savez le coût de cette opération? Vous l'avez évalué? 4 milliards et demi, bien sûr on a évalué. On a même une étude de faisabilité, 4 milliards et demi de dollars. Pour réhabiliter la voie nationale. Pour créer cette voie là-dessus. Elle existe parce qu'on passait par rail, elle n'existe pas. Le rail arrivait à un niveau, on prenait le bateau. Après ça, vous prenez le bateau et... Oui, il dit 4 milliards de dollars pour faire toute cette voie-là. Mais c'est rien. C'est pas beaucoup d'argent. C'est encore la même situation, c'est l'argent que les gens détournent facilement en République démocratique du Congo. Il y a eu dernièrement, je crois, un rapport, je crois, de l'ODEP. L'ODEP, c'est quoi? Une organisation qui keep track des dettes publiques, de la dette publique en République démocratique du Congo. Et je crois que selon leur rapport, les 10 dernières années, les Congolais ont détourné quelque chose comme 20 milliards de dollars ou bien quelque chose comme ça, selon l'ODEP. Et je ne crois pas que l'ODEP est en train de mentir. Donc, je ne comprends pas quand il dit qu'il y a des projets qui vont coûter 1,5 milliard, 4,5 milliards. Et ici, on ne dit pas que ça va coûter 4,5 milliards de dollars cash. On vous dit que c'est un projet qui va coûter 4,5 milliards de dollars. Donc, vous n'avez pas besoin de faire... Les gens, pour ceux qui se disent que, OK, notre budget est peut-être de 5 milliards de dollars, on va prendre 4 milliards et investir seulement dans cette route et qu'est-ce qu'on va faire avec nos autres problèmes? 4 milliards, c'est la vie du projet. C'est-à-dire que si c'est un projet qui doit faire
même celui de Lobito, tout ça, c'est pas un projet qui est d'une année, ça va se terminer. C'est une date, peut-être c'est 5 ans, peut-être c'est 7 ans, peut-être c'est 8 ans. Et quand on vous dit 4 milliards, vous prenez ces 4 milliards divisés par les années. C'est-à-dire que chaque année, peut-être c'est moins d'1 milliard de dollars. Et la République démocratique du Congo a assez d'argent pour que chaque année, ils prennent et commencent à construire des tronçons, des ponts, jusqu'à quand ils vont terminer ce projet. Donc je ne comprends pas son argument quand il dit que... Il donne l'impression qu'il est en train de dire que ça coûte cher de créer des infrastructures. Mais c'est comme ça que les pays se développent. Vous croyez que la Chine est devenue la Chine comme ça seulement? Vous devez investir dans les infrastructures. Et l'investissement dans les infrastructures, ça coûte cher. Mais eux, au lieu d'investir dans les infrastructures, ils sont en train de détourner l'argent. Et quand vous détournez l'argent, vous n'arrivez plus à faire ce que vous étiez supposé faire. Et vous commencez à chercher beaucoup de genres d'excuses, tout ça. Et c'est un peu ça le rythme en République démocratique du Congo. Vous me parlez maintenant, je veux dire, d'ambition. Alors, vous parlez des bateaux également, là-dessus, n'est-ce pas? Alors, ce que je dis, l'investissement aujourd'hui entre Kolwezi et Dilolo, 436 km, si mes souvenirs sont bons, avoisine 650 millions de dollars à 700 millions de dollars, disons. C'est rien. Commençons par ces 700 millions de dollars. Permettons à ce qu'on évacue sur notre terrain, sur notre territoire. On va créer des emplois aussi là-dessus. Et ensuite... Mais ce ne serait vraiment pas comparable à l'autre versant. Parce que à partir des Kolwezi jusqu'à Dilolo et allant en Angola, c'est l'économie angolaise qui va en profiter. Et d'ailleurs, ce sont les compagnies minières multinationales qui sont installées dans l'interland Katangé qui prennent et qui vont avec. Mais expliquez-moi. Alors, dans l'autre sens, ils vont, le trajet entre Dilolo et Lobito, je parle de mémoire, doit avoisiner... C'est plus de 1000 km. Non. Ça n'avoisine pas 1000 km. Ça avoisine 350 km. De Dilolo à Lobito. Et chez les 400, oui. Les 400, ça fait 700-800 km. Voilà. Alors, la différence n'est pas très grande. Mais vous pouvez dire également, les Anglais diront aussi que nous en profitons. Au moins pour le Congo, tout le long de ce rail, tout le long de cette voie-là, des économies s'étaient créées, des villages vivaient. Je viens de vous le dire. Je viens de le dire. Moi, je me suis mal exprimé. Que ce rail-là va faire profiter tout le long de ce rail. Une nouvelle économie va naître. Que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau des PME, va également s'établir. Au niveau des télécommunications. C'est par la route, hein, mais selon Google, c'est 1612 km par la route. Par la route. Par la route. D'accord. Transport fluvial. Le fleuve est une autoroute naturelle. Il y a quelque chose d'intéressant que le journaliste a dit. Il dit que pourquoi vous avez accepté ce projet, c'est pour faire plaire aux Américains. Et ça m'a fait rire parce que ce qu'il dit, c'est quelque chose de vraiment très pertinent parce que beaucoup de gens en Afrique, surtout en République démocratique du Congo, ils croient que les investisseurs américains refusent d'investir en République démocratique du Congo. En fait, pour moi, si je dois vous dire la vérité, c'est que je pense que les Congolais ne sont pas vraiment... les Congolais en général, ce n'est pas tous les Congolais, mais je dis que la plupart d'entre nous, parce que les Congolais, il y a 100 millions d'habitants. Et si une minorité, comme on dit, une minorité peut-être de 500 familles, 600 familles, sont en train de vous imposer une certaine gestion de votre pays et que tout le reste de la population, les autres 100 millions de Congolais ne réagissent pas, soit vous êtes d'accord avec ce qui est en train de se faire, bien soit vous soutenez ce qui est en train de se faire. Et le soutien, c'est par rapport à la participation. S'il y a quelque chose qui est fait et que vous n'aimez pas ce qui a été fait, normalement, un peuple doit se révolter et dire que non, nous ne sommes pas contents avec ça, nous ne sommes pas contents avec ça, tout ça. Il y a eu le truc ici de Lobito. Vous avez vu des populations congolaises se révolter. Tous les gens sont en train de se révolter sur les médias, sur les social media. Mais sur le terrain,
La vie se vit sur le terrain. Vous avez vu des peuples congolais sur le terrain se révolter et marcher les rues à cause de ça. Ils n'ont pas choisi le pont d'eau profonde de Banana. Vous avez vu, il y a des syndicats, tout ça, qui se sont révoltés. Mais vous voyez vraiment des marches des populations en masse qui sont en train de se révolter. Au fait, le peuple congolais ne se révolte pas de tout ce qui est en train de se faire. Les infrastructures sont en train d'être construites en dehors de la République démocratique du Congo. Les journalistes et tout le monde, les politiciens et même la population fait semblant de se plaindre de cette situation. Mais en réalité, personne n'est sur la rue en train de protester. Ça veut dire que tous les Congolais acceptent cette situation-là. Donc, je ne comprends pas. Ce que je voulais dire, au fait, c'était que je ne comprends pas parce qu'il y a ce misunderstanding que les Américains ou bien les étrangers ne veulent pas investir en République démocratique du Congo. Et c'est que j'étais en train de vous dire qu'en réalité, moi, je pense que le Congolais ne veut pas seulement accepter le fait qu'il est en train de soutenir une politique, ou bien il est en train de soutenir des politiciens qui ont une politique de les garder pauvres. Parce que les politiciens de la République démocratique du Congo, nos autorités, leur politique, c'est de garder la population pauvre, c'est de garder la population séparée, c'est de garder... Parce que c'est ça qui va les arranger. Si vous gardez les populations séparées, elles ne vont jamais se connaître entre elles. Elles seront toujours en train de se méfier. Vous aurez toujours ce tribalisme. Et comme vous aurez toujours ce tribalisme-là, vous aurez toujours dans le gouvernement ou bien la façon dont vous composez vos gouvernements sera toujours basée en principe de représentation de chaque groupe. Parce que les groupes se sont toujours divisés. Donc notre politique en général en République démocratique du Congo, c'est une politique de division, une politique de garder le peuple pauvre. Que vous soyez à l'opposition, que vous soyez au pouvoir, leur politique c'est la même chose. Ils n'ont pas une politique de développement et c'est comme ça que la population va adhérer à leur mouvement. Eux, ils ont une politique de garder ces gens pauvres, donner-les des miettes et comme ça vous allez toujours continuer à les exploiter. Donc c'est ça au fait que le Congolais refuse d'accepter, qu'ils ont accepté eux-mêmes de faire ça. Et comme ils refusent d'accepter ça, ils blâment maintenant tout le monde à l'extérieur. Ce sont les Européens, ce sont les Angolais, ce sont les Américains, ce sont les Chinois, ce sont les Rwandais, Vous allez blâmer tout le monde parce que vous refusez vous-même d'accepter que vous êtes en train de soutenir une politique qui veut vous garder pauvres. La réalité de ce que Jean-Pierre Bemba est en train de dire ici est que le tronçon de Lobito passe aussi en République démocratique du Congo. Ça veut dire que les gens qui seront à travers de ces coins-là vont bénéficier de la même chose qu'ils sont en train de bénéficier en Angola. Donc il n'y aura pas de différence. L'Angola, c'est là où le matériel va sortir pour partir, mais la République démocratique du Congo, c'est là où le matériel est retiré de la terre. Donc les deux coins sont en train de servir des purposes qui sont différents. Ce ne sera pas les mêmes industries qui sont développées du côté de l'Angola, qui seront développées du côté du Congo. Parce que vous, là, vous êtes en train d'exploiter et là-bas, c'est seulement un secteur où vous êtes en train d'évacuer le minerai. Mais parlons du côté business. C'est là que j'ai dit que les Congolais doivent parler avec les Congolais qui sont à l'étranger pour comprendre comment les Américains ou bien les investisseurs américains fonctionnent. Le problème, comme vous êtes en train de voir beaucoup d'investissements chinois, c'est parce que la Chine, ils ont un système un peu différent où ils n'ont pas leur standard pour investir dans d'autres pays est un peu différent des États-Unis. Ce qui fait qu'ils peuvent facilement supporter ou bien aider leurs entrepreneurs qui décident d'entreprendre en République démocratique du Congo. Ici aux États-Unis, c'est différent. Quand vous êtes un entrepreneur américain et que vous voulez entreprendre en République démocratique du Congo,
il y a aussi des papiers que vous devez donner. Et les Américains, eux, ils ont un certain standard sur ce que l'environnement dans lequel ils doivent investir. Comme Jean-Pierre Mbemba l'a dit, les fonds d'investissement, ce sont les fonds de retraite, ce sont les fonds que les gens, ici, la population américaine a mis. Et ce sont ces fonds-là que le gouvernement américain investit dans notre pays. Donc, quand ils vont investir comme ça, ils sont en train de penser à leur retour pour l'intérêt du peuple américain. Ça veut dire que l'environnement où ils doivent investir cet argent, c'est un environnement qui doit garantir qu'ils seront en mesure de retour, d'avoir un bon ROI sur leur investissement, un return sur leur investissement. Et quand vous êtes en train de regarder la région des Grands Lacs, vous vous dites que vous avez besoin des minerais qui se trouvent en République démocratique du Congo. Vous regardez maintenant les exigences. C'est que le journaliste ne dit pas, il ne parle pas de l'électricité. Pour construire cette route-là que vous êtes en train de dire, que ça quitte Lubumbashi jusqu'à Matadi ou bien à Banana, vous aurez besoin de l'électricité. La République démocratique du Congo, déjà, number one, elle ne peut pas se développer sans électricité. Donc, en principe, aujourd'hui, si les autorités congolaises voulaient vraiment se développer, Inga allait être le projet le plus important du Congo, parce que Inga va apporter l'électricité. C'est quand vous avez l'électricité que vous commencez à vous développer. Regardez la guerre en Ukraine, Russie et l'Ukraine. La Russie est en train de bombarder les sites énergétiques de leur pays. Parce que sans énergie, vous n'avez plus d'économie. Donc la République démocratique du Congo, à cause du problème d'énergie, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas maintenir, ce n'est pas un environnement qui est bon pour des projets comme le projet de Lobito. Parce que quand vous êtes un Américain, vous êtes un investisseur, non seulement vous avez le problème d'électricité, vous avez des officiels qui sont corrompus, vous ne savez pas ce qui va se passer avec le prochain régime qui va arriver, parce que la politique n'est pas très stable, et vous avez des gens à qui vous donnez l'argent des projets qui n'investissent pas cet argent dans la population. Ça veut dire que c'est une bombe à retardement. Vous n'allez pas construire des projets dans des pays comme ça, et la population ne bénéficie pas. Donc, il y a certains projets qui ne sont pas... la République démocratique pose un grand challenge pour beaucoup d'investisseurs qui sont à l'extérieur. C'est ici qu'on est en train de vous parler de doing business. Le doing business en République démocratique du Congo est tellement mal que les investisseurs ne veulent pas mettre leur argent en République démocratique du Congo. Ils mettent leur argent où ils doivent seulement pour extracter les minéraux. C'est ça qu'on dit, non? Extract. Ils mettent leur argent où ils doivent extract les minéraux. Donc, ils vont construire toutes les histoires alentours, ils vont mettre les infrastructures nécessaires pour extract. Mais après ça, ils vont évacuer le minerai autre part. Donc, c'est tout ce que ces entreprises sont en train de faire en République démocratique du Congo. Mais comme tel, le business ne va pas se faire en République démocratique du Congo à cause de l'environnement, à cause du doing business. Et ce qui est vraiment très intéressant est que dans des conversations comme ça, que ce soit les journalistes, que ce soit les ministres, que ce soit la population, personne n'arrive vraiment en République démocratique du Congo à rassembler tous les trois et dire « voilà, c'est là le problème ». Les journalistes ne semblent pas comprendre la situation dans laquelle ils sont en train de se retrouver. La société civile ne semble pas comprendre ce qui se passe. C'est un peu quand vous êtes en train de regarder ce qui se fait en République démocratique du Congo, c'est comme si personne ne comprend ce qui se passe. Mais en réalité, tout le monde voit que la politique de nos politiciens congolais, c'est de garder la population pauvre. Parce que la raison pour laquelle je suis en train de dire ça aussi, c'est parce que si je suis un entrepreneur américain et que j'ai des intérêts en République démocratique du Congo, je suis intéressé par les minéraux de la République démocratique du Congo. Ce qui est logique pour moi, c'est faire toutes mes opérations en République démocratique du Congo. Ce qui normalement va me coûter moins cher,
c'est faire toutes mes opérations en République démocratique du Congo. Tous les entrepreneurs américains le savent. C'est pour ça que je suis en train de dire que quand le journaliste dit que vous êtes en train de plaire aux investisseurs américains, ça coûte plus cher aux investisseurs américains de passer par l'Angola que ça va les coûter de faire ce même business en République démocratique du Congo. Ça coûte plus cher aux investisseurs de passer par Pointe-Noire que ça va les coûter pour faire ça à Banana. Ça coûte plus cher aux investisseurs de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là que s'ils le font en République démocratique du Congo. Les investisseurs ne fouillent pas la République démocratique du Congo. C'est l'environnement en République démocratique du Congo qui ne les permet pas d'investir ou faire ce genre d'investissement. Ils peuvent seulement faire des investissements où ils sont en train de faire l'extraction, où ils sont en train d'extraire les minéraux. Donc, ils vont construire tout ce qui est nécessaire pour extract et save ou storer ces minéraux. Mais ils ne vont pas faire plus. Après, ils vont envoyer toutes ces histoires à l'étranger. Que ce soit avec le bois, que ce soit avec toutes les ressources naturelles des Congolais. Si un étranger vient pour investir, ça sera seulement pour investir dans l'extraction. Après, il va chercher à évacuer ça quelque part d'autre. Et la raison pour laquelle il va chercher à évacuer ça quelque part d'autre, c'est parce que le doing business en République démocratique du Congo n'est pas bon. C'est ça le problème. Et le doing business, c'est l'aspect juridique, la protection des investissements. Vous voyez des investisseurs privés comme ça gagner, des investisseurs privés gagner des procès contre le gouvernement ou bien des entités congolaises dans la justice de notre pays. Ce n'est pas une justice qui est juste, c'est pas une justice, c'est pas un État qui est transparent. L'environnement ne vous permet pas de faire des business là-bas. Comme je vous disais, Mbemba vous a dit que le fonds qui investit, ce sont des fonds de retirement, de pensions des Américains, des pensions des Européens. Pourquoi vous n'allez pas choisir d'investir ça dans des pays comme le Rwanda, où c'est plus stable, même si ce n'est pas eux qui sont en train de produire, mais ils sont assez à côté, et vous évacuez dans ces pays. Parce que votre investissement est un peu plus en sécurité, le régime politique est un peu plus stable, les choses sont un peu plus transparentes pour vous. Vous ne voyez pas des gens voler vraiment de l'argent comme ça en plein jour. Donc ça, c'est un environnement, malgré que ça va vous coûter cher, parce que vous êtes à l'extérieur de la République démocratique du Congo, vous devez payer la douane en République démocratique du Congo pour passer. Mais si vous investissez en République démocratique du Congo, vous n'aurez pas besoin de payer de douane. Donc c'est préférable pour tous ces investisseurs d'être en République démocratique du Congo. C'est ça que les Congolais doivent comprendre. C'est pas que les gens évitent la République démocratique du Congo. Ils veulent être en République démocratique du Congo. L'environnement ne les permet pas. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de chercher les autres pays à côté. Ils veulent créer des connexions entre Kinshasa et Pointe-Noire, ou bien de faire des trains entre Kinshasa et Brazzaville, pour essayer aussi d'évacuer de ce côté-là d'autres biens. Parce qu'en République démocratique du Congo, vous n'êtes pas sérieux sur investir dans vos ports, investir dans toutes les histoires, dans vos infrastructures. Et la preuve en est que, d'après l'ODEP, vous êtes en train de détourner 20 milliards de dollars. En moins de 10 ans, 5 ans, 20 milliards de dollars, vous êtes en train de les détourner au lieu de mettre cet argent dans des projets. Donc, jusque-là, je ne vois pas de problème avec le truc de Lobito, avec le projet de Lobito, parce que c'est un projet qui a été développé par les Américains. Et en République démocratique du Congo, il y a encore un autre problème avec les Congolais. Ils croient que parce qu'eux, ils ont les minéraux, c'est eux qui vont dicter où l'investissement va aller. Vous allez entendre des gens vous dire que « Mais pourquoi ils ont choisi ?» Tu sais qu'est dit vraiment pourquoi ils ont choisi de faire ça avec les Américains? Pourquoi ils ont accepté? La raison pourquoi vous acceptez d'abord ça, c'est parce que les minéraux, c'est pas ça la richesse. C'est ça que j'étais en train de vous dire dans l'épisode passé. Dans le concept américain,
ce n'est pas la personne qui est en train de créer qui est riche. Les gens qui te rendent riche, les gens qui sont importants, ce sont les investisseurs et ce sont les clients. Donc la République démocratique du Congo peut avoir toutes les richesses qu'ils veulent dans le monde. Toutes les richesses. Mais tant que vous n'avez pas d'investisseurs, tant que vous n'avez pas de clients, vous allez rester avec tous ces minéraux et vous n'allez rien faire avec. À moins que vous-même vous décidez de faire quelque chose avec. Mais le problème, comme je vous dis, de votre politique, c'est que eux, ils veulent garder le peuple dans la souffrance. Et les gens qui ont de l'argent, c'est eux maintenant qui dictent où leur argent va partir. Ils disent que, ok, je peux faire le business avec vous, mais on va faire un tronçon ici en République démocratique du Congo, et nous, on préfère que ça passe par l'Angola. Parce que l'Angola est ça en matière de doing business, l'Angola est ceci, et cela, et ceci. Mais en République démocratique du Congo, si on décide de faire tout le tronçon jusqu'à Matadi, ou bien jusqu'à Banana, et investir dans ça, ça va nous coûter même plus, parce que la République démocratique du Congo, c'est pas un environnement qui est stable. Vous ne savez pas ce que le prochain régime va venir faire. Vous ne savez pas ce qui va se passer en termes de corruption, en termes de détournement. Ça va vous coûter, ce projet va vous coûter 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher à cause de la corruption. Donc si vous êtes un Américain, pourquoi vous allez faire ça en République démocratique du Congo? D'un point de vue de business seulement, ça n'a aucun sens. Ça n'a rien à voir avec aimer ou bien ne pas aimer les Congolais. C'est seulement le business. Ça n'a pas de sens pour un investisseur de mettre son argent dans un environnement comme la République démocratique du Congo. Pour un projet comme ça. C'est pour ça qu'ils vont le faire à côté. Mais ça ne veut pas dire aussi que la plupart, il y a beaucoup de Congolais qui disent que oh, Fachete Kimboka, parce que les histoires sont entrées. Comme je suis en train de vous dire que ça sera toujours mieux pour un entrepreneur extérieur de faire tout le business en République démocratique du Congo. Chaque fois qu'ils vont décider de passer par un autre pays, ça va toujours les coûter plus cher. Aujourd'hui, ça les coûte moins cher parce que la République démocratique du Congo n'est pas organisée. Mais quand la République démocratique du Congo sera organisée, va être plus sérieuse dans notre gestion, ça va nous coûter moins cher. Le tronçon que nous, on va créer de Lubumbashi jusqu'à Banana, ça va tuer toutes ces histoires. Bon, ça ne va pas tuer Lobito et toutes ces autres histoires, mais ça va créer une bonne compétition. Et parce que ça sera moins cher, tout le monde voudra. La République démocratique du Congo va toujours gagner. C'est seulement que maintenant, vous êtes seulement dans une situation où il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de développement. Et le gouvernement et les autorités ne sont pas dans la logique d'investir pour développer le pays. C'est là que les autres investisseurs à l'étranger, eux, choisissent où ils veulent mettre leur argent. Et dans le truc de Lobito, ils ont décidé qu'eux, ils veulent passer par l'Angola. Donc, ce n'est pas vous, les Congolais, qui sont en train de dicter. Ce n'est pas vous qui allez dire aux Américains, investissez. Vous n'allez pas les forcer d'investir là-bas. Ils vont investir où eux, ils veulent mettre leur argent. Vous avez besoin des investisseurs. Et quand vous avez un produit, vous avez besoin des clients. Et les clients vont vous dire comment ils veulent que votre produit soit. Et pour les entrepreneurs qui n'écoutent pas leurs clients, ce sont souvent les entrepreneurs qui font faillite. Donc, cette conception-là de business où les Congolais croient que parce qu'eux, ils ont le minerai, ils doivent dicter le terme du contrat, c'est pas ça. C'est les gens qui ont l'argent, ce sont les gens qui vont consommer, qui vont dicter le terme du contrat. Et c'est pour ça que vous voyez que Fachi a dû seulement partir en Angola pour signer et dire quelque chose, parce que tout ce qu'eux ils vont dire, ils disent que ce projet ici va te faire gagner de l'argent, cet argent va t'aider avec ta politique, et de l'autre côté, l'Angola va aussi gagner, et nous les Américains, ça va nous permettre de ne pas prendre la grande route et facilement évacuer ces minéraux vers l'Europe ou bien vers chez nous. Donc c'est ça, et Fachi, comme ça, vous êtes un pays, vous êtes un responsable d'un pays comme la République démocratique du Congo, vous n'allez pas rejeter un deal comme ça. Vous ne pouvez pas rejeter un deal. Si un investisseur vient avec des deals comme ça, vous n'allez pas rejeter ça parce que ça vous permet d'évacuer vos minéraux sans passer par la zone où vous êtes en train de dire qu'ils sont en train de vous faire la guerre.
Donc ça vous permet d'évacuer vos minéraux du côté de l'Angola et du côté de l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud c'était toujours là, l'Angola c'était là par route, mais ça vous permet d'évacuer par train, ce qui est vraiment très, très efficient. Et comme le ministre l'a dit, ça va aussi créer une économie en République démocratique du Congo. Mais comme les autorités congolaises sont dans une politique de laisser la population pauvre, vous allez voir que ce projet-là va se faire et les communautés tout autour ne seront pas toujours dans des bonnes conditions. Et comme c'est la République démocratique du Congo, toutes ces communautés vont rester calmes et vont fermer la bouche. Personne ne va se révolter. Mais vous allez regarder du côté maintenant de l'Angola, tout ce parcours-là sera développé avec des hôtels, avec des stations, avec beaucoup de choses. Ça sera l'agriculture, comme le ministre l'a dit, tous ces côtés, parce que vous pouvez aussi évacuer vos produits agricoles avec ce même tronçon de train. Donc ça va aider dans les pays qui sont sérieux. Si la République démocratique du Congo aussi est sérieuse, ça va les aider. Et vous pouvez aussi en même temps, ce n'est pas des histoires qui sont mutually exclusive. Parce que vous avez l'Obito, vous ne pouvez pas avoir ça. Ce n'est pas comme ça, vous pouvez avoir les deux. Et si vous avez les deux, celui qui sera plus successful, c'est celui-là qui sera en République démocratique du Congo. Parce que ça va vous coûter moins cher que faire passer ça dans un autre pays où vous devez payer des frais de transfert et tout ça. Les frais fonciers, les douanes et tout ça. Donc, c'est ça la logique. C'est comme ça que vous devez voir un peu les choses et ne pas dire que c'est la faute des étrangers, la faute des Américains, ils veulent nous garder pauvres. Non, ce sont des investissements. Et quand vous êtes en train d'investir votre argent, l'argent de vos familles, l'argent des Américains et tout ça, vous devez aller dans des pays qui sont sérieux. Et s'ils ne vont pas en République démocratique du Congo, c'est parce qu'ils savent que les autorités congolaises ne sont pas des autorités sérieuses.